Bonjour à toutes et à tous. On sort de l'hiver et les camping-cars aussi. Alors on va regarder un petit peu tout ce qu'il va falloir revoir, réviser pour remettre nos camping-cars en état, enfin les vôtres principalement, puisque le mien continue à tourner, voilà. Allez, c'est parti. Et oui, après une longue période d'hivernage, les camping-cars ont besoin d'une attention particulière, je dirais. Il faut réviser un petit peu différents points. Donc on va vérifier ça ensemble, faire une sorte de checklist, de toute façon. Et puis, à la fin de cette vidéo, je vous parlerai aussi de différents points concernant donc les questions que j'ai pu avoir sur les mails et choses comme ça. Mise au point, tranquille, voilà. Donc on y va. Premier point, on parle de la mécanique, bien évidemment. Alors si j'ai une voix un peu particulière, vous inquiétez pas, c'est normal, parce que je sors d'une crève. J'ai le nez bien pris, mais bon, ça va le faire, vous inquiétez pas. C'est pour ça que j'ai tardé avant de faire cette vidéo. Normalement, il y a 2 vidéos qui devaient suivre. Donc celle-ci, bien évidemment. Il y en a une autre, elle va se faire probablement, on m'a laissé le rendez-vous pour demain. Donc elle devrait se faire pour demain. Et vous allez voir, cette vidéo qui va suivre va être très importante. Bon, allez. C'est parti, on est sur la mécanique, on regarde notre camping-car, sort de la grange, du hangar, peu importe, on regarde les différents. Donc, avant de prendre la route, c'est essentiel de savoir où en est le camping-car, comment est-il, et ainsi de suite. Et là, on va parler de mécanique, de différentes choses, et je relève bien ce truc-là de dire que ceux qui ne connaissent pas en mécanique, ça arrive, et il n'y a pas de mal à ça, c'est pas la peine de le faire vous, tout seul. Allez plutôt voir un professionnel, un mécanicien, votre mécanicien, ou alors, c'est encore le mieux, vous allez carrément dans un centre de contrôle technique, vous prenez rendez-vous, et vous lui demandez simplement de vous faire une visite. Voilà, ça se fait, c'est 30-35 €, je sais plus trop. Il vous contrôle comme si c'était un contrôle technique, il vous contrôle votre camping-car, tout, absolument. Et là, vous êtes sûr, c'est un professionnel qui l'a fait, et un professionnel désintéressé en plus. Donc voilà, on risque pas de vous changer quelque chose, tout ça, histoire de vous faire un peu de fric. Donc, avis à ceux qui ne connaissent pas suffisamment mécanique, agissez comme ça. Allez. Alors bien évidemment, la première des choses, je dirais, c'est le niveau d'huile, forcément. Vous sortez la jauge, vous regardez si vous avez assez d'huile, vous regardez aussi, normalement, vous avez le carnet d'entretien, vous regardez sur le carnet d'entretien qui, logiquement, doit être mis à jour, et là, vous êtes encore plus tranquille parce que vous savez exactement quand est-ce qu'il va vous falloir faire votre vidange et tout ça. Donc, on suppose que tout est correct, tout est OK, à supposer même qu'il y ait un petit peu à remettre de l'huile, vous le faites. Ne vous trompez pas d'huile, regardez bien ce qu'il y avait comme huile et remettez cette même huile, faites le complément. Voilà, ça, il n'y a pas trop de difficultés. Tant qu'on est dans les niveaux, regardez les freins, bien évidemment. Les freins, c'est quand même l'organe essentiel, je dirais, sur un camping-car. Les essais du freinage, on verra, j'en reparlerai, mais les essais du freinage, il faut partir du principe que on va faire quelques kilomètres en ayant des freins déplorables. Ça, c'est sûr. Donc, vous faites 5-6 kilomètres, vous essayez vos freins, vous tournez autour de chez vous, je dirais simplement, vous essayez vos freins, et à partir de ce moment-là, si vous vous rendez compte qu'il y a un problème, allez voir un mécanicien, ou alors remplacez vos plaquettes, vos tambours, voilà. Mais allez voir un mécanicien, là encore, c'est conseillé. Ensuite, le liquide de refroidissement. Alors, dans le liquide de refroidissement, il ne faut pas prendre n'importe quoi, bien évidemment. On ne met pas d'eau, même de l'eau distillée, comme certains. Non, non, on ne met pas d'eau tout simplement parce qu'à partir du moment où vous mettez de l'eau, vous fichez votre système de refroidissement en l'air, ni plus ni moins. Voilà, vous mettez de l'eau traditionnelle, ça vous rajoute du calcaire dans votre circuit, et là, c'est fini, vous avez pourri votre circuit. Alors que le liquide de refroidissement, alors il existe plusieurs liquides de refroidissement, des qui vont aller jusqu'à moins 15, d'autres moins 20, d'autres moins 35, ainsi de suite. Alors, c'est pas, voilà, c'est pas une obligation, mais déjà, mettez le liquide de refroidissement identique à celui que vous aviez déjà dans votre véhicule. Ensuite, les filtres.
les filtres tout simplement. Filtre à air, on commence par ça. Pourquoi? Parce que le filtre à air, c'est relativement facile à contrôler. Il suffit simplement de démonter le boîtier, on a l'état du filtre, on lui met un coup de soufflette, mais là encore, les filtres, il y aura aussi le filtre à huile. Il faut partir du principe que le carnet d'entretien va être là aussi à consulter. Si votre filtre a trop de kilomètres, c'est indiqué dessus, remplacement à, voilà, ça dépend comment on roule, où on roule, de l'état de la poussière, ainsi de suite. Mais voilà, par principe, mon filtre à air fait pas plus de 2 ans, hein, déjà d'office. Mais voilà, tout simplement parce que c'est pas le prix que ça coûte, et avoir un filtre à air bouché, votre moteur carbure mal, enfin il tourne mal, et puis voilà, vaut mieux que votre moteur respire bien, vous remplacez le filtre, vous êtes tranquille. Quant au filtre à huile, c'est que le carnet d'entretien qui vous dira s'il faut le changer. De toute façon, il se change en même temps que la vidange. On arrive après aux courroies. Alors, dans les courroies, bien évidemment, il y a les courroies de service, celles qui font tourner l'alternateur, toutes ces choses-là. Vous savez, quand vous démarrez et puis que ça couine, là, c'est que votre courroie, elle est soit détendue, donc dans ce cas, faut la retendre, mais bien souvent, c'est un galet tendeur qu'il y a. Alors, le bruit de la courroie, le bruit des galets, si vous connaissez, ça pose pas de problème, mais il se pourrait très bien que ce soit votre galet qui soit détendu ou complètement rouillé, ou vous voyez, parce que ça peut arriver. Et la courroie, c'est pareil aussi. Vous tournez légèrement là où elle est le plus long, je dirais, le plus long entre deux poulies, vous tournez votre courroie. Si vous arrivez à faire un quart de tour, c'est que votre courroie est détendue. C'est facile à voir. Donc, à contrôler la courroie, évidemment, je parle pas de la courroie de distribution, mais c'est à réviser quand même, enfin réviser, à contrôler tout du moins. Vous avez un certain nombre de kilomètres selon les véhicules, on parle de dizaines de milliers de kilomètres, hein. Donc, mais si vous arrivez juste à la limite et vous savez que vous allez faire 5 ou 6 000 ou 10 000 kilomètres dans votre année, à vous de voir. Mais c'est pas bon quand on casse une courroie en plein milieu d'un parcours, parce qu'il faut déjà trouver le mécanicien qui va vous le faire. Il faudra qu'il ait la pièce. Et puis, si vous ne faites pas de casse, vous avez de la chance. Ça, bien sûr, c'est pour la courroie de distribution. Les autres, vous n'avez plus d'alternateur, voilà, chose comme ça. Donc, contrôlez l'état de vos courroies. Pareil aussi, vous voyez si elle craquelle, hein, vous savez, vous la tordez un petit peu, vous voyez si elle est craquelure. Si ça commence, changez-la directement. Ça coûte pas bien cher et ça vous évite bien des problèmes. Ensuite, on va passer sur l'éclairage. Alors, l'éclairage, les feux de stop, eh oui, les clignotants, les phares, les anti-brouillards, toutes ces choses-là. Généralement, il faut être à 2, c'est sûr, pour refaire ça, mais voilà. Contrôlez tout ça. Une fois que c'est fait, vous savez que votre éclairage est correct. Je parle de l'éclairage extérieur du véhicule, hein, les feux, les stops. On est sur le porteur, là. Ensuite, le sujet qui fâche à chaque fois, les pneus. Alors, les pneus, déjà, par principe, si vous ne roulez pas avec votre camping-car, les pneus, essayez de mettre votre camping-car sur cale, que les pneus ne touchent pas le sol quand vous le mettez en hivernage. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'empreinte, parce que généralement, les pneus qui sont gonflés à l'air se dégonflent petit à petit. Le froid, déjà, fait perdre de la pression, et votre pneu s'écrase. Et quand le pneu est un peu écrasé, vous voyez, il est plus rond, hein, quand il est un peu écrasé, ce qui se produit, c'est qu'il prend l'empreinte. Et quand vous roulez, ça fait un sacré bruit, croyez-moi. Je dis ça, à vous de voir, mais donc, l'état du pneu, la pression, bien évidemment, et puis vous regardez l'âge de votre pneu, s'il a des craquelures, si ceci, si cela. Pour savoir, vous savez, un truc très simple, vous prenez donc dans les alvéoles, là, vous prenez une pince, et vous tournez comme ça, un peu avec la pince. S'il est encore caoutchouteux, je dirais le pneu, ça pose pas de problème, vous n'y ferez absolument rien. Mais si vous commencez à le déchirer, le pneu, c'est qu'il est trop sec, il est mort. Et là, j'ai pas de conseil à vous donner, mais un bon remplacement, ça lui ferait pas de mal, parce que là, le problème, c'est qu'un pneu qui est trop vieux, il est sec, il est dur, et il glisse. C'est une savonnette. Et bien évidemment, tout ce qui est fenêtre, porte, hein, l'étanchéité, les joints, un bon nettoyage déjà de toute façon de la carrosserie sur l'extérieur, les joints,
il y a différents produits anti-mousse, je dirais. Déjà, c'est pas rare qu'il y ait de la mousse sur les joints de portières ou autour, sur les fenêtres, voilà. Donc on les retire et c'est beaucoup mieux, ça évite de bousiller, parce que malgré tout ça bousille bien les joints, tout ça. Donc un bon nettoyage en fait, extérieur de la carrosserie en contrôlant les joints. C'est l'étanchéité en plus. Hein. À présent, on va parler de la cellule. Alors dans la cellule, la première des choses que je contrôle et que je vous conseille de contrôler, c'est le gaz. Ce sont les lyres déjà. Alors le gaz, bien sûr, les bouteilles, où en sont-elles? Alors perso, pour savoir où en sont les bouteilles, je fais bouillir de l'eau, ma femme fait bouillir de l'eau simplement, je fais couler l'eau sur la bouteille, d'accord? Et à partir de ce moment-là, à un moment, je fais glisser ma main, et la partie de la bouteille qui devient... Enfin, il y a une partie qui va chauffer avec l'eau bouillante et une partie qui va être froide. Cette partie qui va être froide, c'est tout simple. C'est qu'il y a du gaz dedans qui empêche la bouteille de se chauffer. Et là, vous avez le niveau, vous faites glisser le doigt. Vous allez voir, là où il y a la fracture, je dirais, entre la partie chaude et la partie froide, c'est votre niveau de gaz. Ça vous permet de voir où en est votre bouteille. Voilà. Ensuite, les lyres. Mais bien évidemment, la date de préemption des lyres. Parce que, méfiez-vous, il vous arrive quoi que ce soit, si vos lyres, c'est une dizaine d'années, ça dépend, on peut avoir des lyres, elles sont métalliques d'ailleurs, enfin maillées, qui ont des durées de vie bien plus longues. Bon, c'est une question de coût à voir, mais une évidence, c'est que si vos lyres n'ont pas ne sont plus à la norme, ont dépassé de plusieurs années. Si vous arrive quoi que ce soit, c'est mort pour l'assurance. Hein. Donc ça sert à rien de payer l'assurance, carrément. Hein. Donc, bien évidemment, on contrôle la fixation de ces cuves. Hein. Elles ne doivent pas brinque-baller, enfin de ces bouteilles. Elles ne doivent pas brinque-baller en tous les sens. Hein. Généralement, il y a des sangles pour les tenir. Ensuite, les cuves tout simplement. Alors, la cuve principale, je dirais, c'est la cuve d'eau claire. Si vous avez fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire que, perso, moi, avant le dernier voyage, je dirais que je faisais, maintenant, le camping-car tourne toute l'année, donc j'ai plus vraiment ce problème-là, mais il fut une époque où je travaillais et ainsi de suite, donc ce que je faisais, c'est que le dernier voyage, avant de remiser, comme on dit, le camping-car, je roulais donc avec 20-30 litres d'eau dans la cuve d'eau claire, bien évidemment, et là-dessus, là-dedans, tout en rentrant, tout en roulant, je mettais, allez, 3-4 litres de javel là-dedans. Croyez-moi, et en roulant, ça brassait bien tout ça. Croyez-moi, je n'ai jamais eu de mousse, de toutes ces cochonneries que l'on peut rencontrer. Ça m'est arrivé une fois, j'avais mis du vinaigre. On m'avait conseillé de mettre du vinaigre. Je ne conseille pas de mettre du vinaigre dans les camping-cars quand ils sont remisés. Pourquoi? Parce que moi j'ai eu toutes les bestioles toutes les bestioles. Il y avait je vais pas dire des poulpes, mais des méduses carrément dans ma cuve. Plus jamais de vinaigre. La javel, c'est un antibacté machin chouette. Vous n'aurez rien avec ça, c'est sûr et certain. Mais il faut doser. Et après, vous faites une vidange, simplement. Sortie de l'hiver, vous faites une vidange, c'est tout. Alors, la vidange, pareil, vous avez normalement une vidange pour l'eau claire, la vanne qui vidange votre cuve d'eau claire, et puis, ça, normalement, elle doit être grande ouverte, parce que, c'est pareil aussi, vous n'avez pas oublié de purger vos robinets, vous n'avez pas oublié de vider, vous savez, les bondes sous les éviers, parce qu'elles sont toujours pleines d'eau, c'est ce qui évite à l'air vicié, je dirais, de remonter. C'est à purger, ça aussi, c'est à nettoyer, ça aussi. Il faut les vider. Si votre camping-car est soumis au gel, si ça gèle, quand vous allez remettre de l'eau là-dedans, ça va pisser dans tous les coins. Donc, on referme toutes ces vannes-là, bien évidemment, on les contrôle et ainsi de suite, en même temps pour les eaux grises, hein, et puis on contrôle que tout ça soit refermé, que tout soit nickel. Donc on vérifie l'étanchéité des robinets, la fonctionnalité, tout ça. C'est un problème de calcaire le 3/4 du temps. Hein. Bien évidemment, on a remis de l'eau. Un peu, pas forcément beaucoup. Je connais beaucoup de gens qui roulent, ils sont à moitié, voire au quart, juste ce qu'il faut, en sachant pertinemment que là où ils vont arriver, ils auront de l'eau.
c'est une question voilà, faut bien gérer son voyage et tout ça. Bon, ça leur évite d'avoir de la charge pour rouler. Bon, c'est pas plus mal, hein. Mais voilà, ce que l'on fait, on met un peu d'eau et on essaie la pompe, on essaie les robinets. Et les robinets cuisinent tous, sans exception. On se met en condition réelle, véritablement, hein. Donc, on contrôle les robinets. Si le nez de robinet, vous savez, là où il y a le bulleur, ce qu'on appelle, qui évite que ça asperge de partout, si ça cafouille, eh ben vous les dévissez, vous les sortez. Vous mettez ça dans du vinaigre, là le fait est, dans du vinaigre, qui lui va croquer le calcaire, et ça va vous les remettre en état, vinaigre blanc, c'est parfait. Vous laissez tremper là-dedans pendant 3-4 jours, croyez-moi, il va ressortir nickel. Donc c'est à faire, et ça vous permet ensuite d'avoir vos robinets qui fonctionnent parfaitement, vos bulleurs, ça éclate plus dans tous les sens, ça éclabousse pas, et surtout, donc vous avez contrôlé votre pompe, quel est le bon débit, ainsi de suite. Voilà, ça c'est... Alors on peut, si l'on veut, ça c'est aussi important, c'est qu'on a vidé la cuve avant que de remettre on remet du vinaigre directement dans la cuve et on pompe du vinaigre. Alors ce que ça fait, c'est que dans la pompe, le vinaigre passe et retire tout ce qui est calcaire et tout ça, ça nettoie. Bon, ça vaut ce que ça vaut, faut mettre quelques litres de vinaigre. Voilà, une fois que c'est fait, évidemment, on rince, on purge tout ça, on rince et on remet de l'eau, tout va bien. Ensuite, on va passer au chauffe-eau. Alors, le chauffe-eau, bien évidemment, il faut faire chauffer l'eau. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se mettre dans la situation où on est limite de se prendre sa douche dans le camping-car. On fait chauffer l'eau, tout fonctionne, la pression, le chauffe-eau, la chaudière, la température. Ça veut dire que la chaudière est bonne. Voilà, là-dessus, on est tranquille. La batterie. Eh ben là, oui, bien sûr, la batterie. Là, il y a tout à contrôler, bien évidemment. On se met en conditions réelles, surtout. Hein. C'est pas le tout de dire, ouais, ma batterie, elle a du jus, c'est bon. Parce que si le camping-car, il est à ce moment-là, il est branché sur le réseau, forcément, il y a du jus à la batterie, mais c'est pas pour autant que le panneau solaire charge, vous voyez. Donc, la première des choses que l'on fait, puisque généralement, la batterie, quand on sort du hangar ou quoi que ce soit, la batterie, elle n'est pas tellement chargée. Ce que l'on fait, la première des choses, on essaie avec le panneau solaire. On regarde le MPPT, quelles sont les tensions, quelles sont ceci, les intensités de charge, et on voit si ça charge correctement. Voilà, ça c'est hyper important. Alors, en ce qui me concerne, je n'en démords pas, la batterie pour moi c'est de la LFP, c'est de la LiFePO4, c'est pas autre chose, hein. Mais bon, pour tous ceux qui ont des batteries, alors j'ose même pas dire avec entretien, vous savez, il faut rajouter du liquide. Mais là, même pas, j'en parle même pas d'ailleurs. Mais voilà, bon, on contrôle la tension des batteries, on contrôle tout ça. Et surtout la charge solaire. Une fois que la charge solaire est faite, on a vu que ça chargeait sur le MPPT, on contrôle. C'est facile, c'est pas trop... Si vous ne connaissez pas, hein, allez voir carrément un technicien. Demandez à un technicien qui pourra s'en charger. Il vous dira, oui, je vous fais le truc pour autant, je sais pas. Bon. Et vous êtes sûr au moins que votre camping-car est contrôlé correctement. Je maintiens. Donc, ensuite, vous allez faire tourner le moteur. Pareil, vous allez faire tourner le moteur et vous allez voir si votre batterie se charge. Je parle de la batterie cellule, hein. C'est pareil aussi, on n'a pas oublié de contrôler la batterie du porteur. L'âge de la batterie, il faut contrôler tout ça. Pour les batteries plomb, batterie porteur encore du plomb, en ce qui me concerne, dès qu'elle est morte, je vous assure, dès que ma batterie porteur plomb est morte, je la remplace par une LFP, c'est d'office. Hein. Donc, pour moi c'est LFP, donc voilà, il n'y a pas de... Mais on contrôle toutes ces choses-là, tout fonctionne, la charge sur le panneau solaire, la charge sur le secteur et la charge sur le moteur. Quand tous ces trois contrôles sont faits, on sait qu'on peut partir tranquille, on aura soit du soleil, soit le moteur, soit le secteur pour charger sa batterie, et elle est en bon état. N'oublions pas de contrôler aussi toutes les cosses et les choses comme ça, vous savez, les cosses avec le truc tout blanc là tout autour là qui va pas bien là, les cosses doivent être nickel véritablement, quitte à les démonter, à mettre un coup de brosse métallique dessus, remettre ça avec de la graisse, bien évidemment, de la graisse cuivrée, c'est, croyez-moi, la graisse cuivrée, j'en trouve chez Lidl, ça vaut peanuts quand on a ça,
j'en ai tout le temps, enfin bon, j'ai acheté un tube il y a de ça quelques années, on utilise un tout petit peu, enfin bon, graisse cuivrée, vous refaites vos contacts, c'est nickel, l'Écosse et tout. Croyez-moi, ça vaut le coup de le faire. Ensuite, les lumières de la cellule, bien évidemment. Toutes les lumières, l'éclairage, hein. On essaie tout. Généralement, c'est de l'éclairage LED. Si on n'a pas de l'éclairage LED, bon, j'irais dire, commencez par les remplacer. Vous verrez la différence énorme sur votre consommation, sur vos batteries. Voilà. Donc, on contrôle tous les éclairages, tous, sans exception. Et à partir de ce moment-là, s'il y en a qui cafouillent, qui ne marchent pas, on démonte, on nettoie ou carrément on les remplace, c'est encore le mieux, en mettant de la graisse, pareil, de la graisse de contact. Vous allez voir, c'est idéal ça. Donc, on les remplace, et puis généralement, on a toujours 1-2 ampoules de rechange qui sont dans un placard. C'est quand même beaucoup mieux ça. Alors, le réfrigérateur, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez toujours vous reporter sur cette vidéo. On l'entretient, coup de soufflette, voilà, nettoyage, ça arrive parfois que des bestioles aient envie de se mettre dans, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'elles y trouvent un intérêt, je ne sais pas. Mais elles se mettent là-dedans, et vous allez trouver des bestioles dans votre réfrigérateur. Alors, c'est pareil pour le réfrigérateur, c'est un trimix. Eh bien, si c'est un trimix, ça veut dire qu'il marche sur le gaz. Donc, on essaie de le faire, on n'essaie pas. On le fait fonctionner sur le gaz. On le fait fonctionner sur le 12 volts en faisant tourner le moteur. On regarde les voyants, voir si ça continue, s'il est toujours actif. Et on fait fonctionner ça aussi sur le 220 volts. À partir de ce moment-là, on sait que les trois sources fonctionnent. Parfait. On contrôle aussi, bien évidemment, les températures, parce que c'est pas parce que les voyants sont allumés qu'ils fonctionnent. Hein? Regardez bien les températures. Vous mettez un thermomètre dedans et vous regardez. Voilà. À présent, on arrive sur le WC. Le WC, c'est pareil. Le WC, il faut voir que tout fonctionne. Quand on ouvre la trappe, généralement, vous savez, cette plaquette là qui vient dessous, qui vient tout fermer de manière hermétique, avant l'hiver, normalement, là-dessus, on l'a sorti, on a tout nettoyé, bien évidemment, et il faut mettre de la graisse silicone dessus, sur cette plaquette-là, ce qui évite qu'elle ne colle au joint, et puis c'est que ça entretient tout, le joint, tout. Voilà. Donc on regarde bien tout ça, on la remplit d'eau, on la secoue et on voit si ça fuit. Si ça fuit, c'est que votre joint, il est mort. Donc on remplace le joint, ça s'achète, voilà, ça se trouve dans le commerce. Là encore, vous allez voir, chez tous les accessoiristes, camping-car, vous trouverez. Ensuite, on a le SOG. Ah oui, le SOG, vous savez, le système de ventilation pour les WC. On remplace le filtre s'il est à remplacer, on contrôle le ventilateur, savoir si tout ça fonctionne. Si votre WC fonctionne, la pompe, vous savez, quand on appuie pour envoyer l'eau, si tout ça fonctionne, votre SOG fonctionne, si vous en avez un, bien évidemment, votre joint ne fuit pas. Tout est bon pour le WC. Allez, c'est parti. Et le dernier point, concernant, je dirais la cellule, mais là c'est le camping-car en règle générale, ce sont les clés. Ouais, je sais, beaucoup se disent, tiens, qu'est-ce qui nous... Alors les clés. Moi j'ai déjà 1 ou 2 aimants qui sont quelque part dans le camping-car, sous le camping-car. Et j'ai la clé qui ouvre la cellule, clé de la porte. J'ai un double que j'ai emballé dans du film plastique, vous savez, le film alimentaire, la plastique, le film hermétique, là. Je fais juste quelques tours, peu importe, pas besoin de grand-chose, et je mets ça avec une magnette, quelque chose de robuste, bien évidemment, sous le châssis, caché bien quelque part, et j'ai le double, la clé donc du contact qui est cachée, mais à l'intérieur du camping-car. Voilà. Alors, pourquoi tout ça? Si vous avez votre double, vous partez en vélo, peu importe, hein, vous fermez votre camping-car, voilà, vous mettez la clé dans la poche, je sais pas, peu importe, et puis vous perdez votre clé. Alors non seulement vous pouvez plus rentrer dans le camping-car, mais en plus ça, même si vous cassez quelque chose pour rentrer en camping-car, déjà vous avez cassé quelque chose, hein, vous n'avez pas la clé de contact.
il va falloir casser le Neumann, trouver une clé codée, enfin, vous êtes mal, hein. Alors que si vous avez caché une clé, et il y a des endroits dans un camping-car, croyez-moi, si on veut, il y a des endroits, vous pouvez même rouler votre clé dans du papier, dans du film alimentaire, là, et vous le peignez en noir pour qu'elle ne se voit pas, et avec un aimant. Bon, il y a plein de possibilités pour cacher une clé. Une seule, hein, juste la clé qui ouvre la porte de la cellule. Donc ça, vous la cachez, et ben vous la retrouvez. Vous retrouvez une clé, vous avez de quoi rentrer dans votre camping-car et repartir. En tout du moins, on n'est plus véritablement embêté. Et ensuite, la clé de contact est cachée, là encore, dans le camping-car. Et là, Dieu sait qu'il y a encore plein d'endroits où on peut cacher une clé de contact dans un camping-car. Gros avantage, eh ben c'est que là, vous avez pu rentrer dans le camping-car sans rien casser et vous avez pu mettre en route votre camping-car, là encore, sans rien casser. Croyez-moi, ça pourrit beaucoup moins les vacances de perdre son trousseau de clés en ces cas-là. Alors ensuite, il va y avoir tout ce qui est, je dirais, équipement. Alors dans l'équipement, il va y avoir quoi? Un peu d'outillage, bien évidemment. Quelques clés, quelques pinces, le strict nécessaire, ou une mallette simplement, c'est encore le mieux d'ailleurs, hein, avec quelques cosses dedans. Il y a plein de choses qu'on peut mettre, hein, ça dépend. Quand on bricole beaucoup, enfin moi c'est l'inverse, mon atelier est dans le camping-car. Non, j'exagère, mais j'ai un peu plus que le strict minimum, disons, voilà. Donc un peu d'outillage. Ensuite, et ça c'est beaucoup plus important, ce sont les rallonges. Mais les rallonges avec tous les embouts. Hein. Selon les endroits où on se trouve, il faudra une rallonge du type 16 ampères traditionnel, ou alors il faudra les rallonges bleues. Alors j'ai une rallonge qui est une rallonge, je dirais, technique pour les aires de camping-car, avec un bleu mâle d'un côté et un bleu femelle de l'autre. Ça, j'ai. Mais j'ai aussi une rallonge, la rallonge traditionnelle, qui doit faire 20 mètres facilement, avec les embouts différents, vous savez, qu'on peut mettre. Ça me permet de me dépanner quelquefois quand c'est un petit peu loin, et que, par exemple, j'ai besoin, je parle l'hiver, hein, quelquefois, j'ai besoin de courant, de me chauffer. Pas au niveau de ma batterie, croyez-moi, c'est vraiment pas le besoin. Mais ça peut arriver, ou alors pour aller charger un autre camping-car, ça m'est arrivé beaucoup plus souvent d'ailleurs. Donc, la rallonge avec les embouts. Bien évidemment, les tuyaux d'eau, hein, tuyaux d'arrosage. En ce qui me concerne, vous savez, ces tuyaux, celui-là, ça fait quand même plus d'1 an que je l'ai, maintenant il n'a pas bougé, mais on évite de marcher dessus. Vous savez, ces tuyaux qui font 5 mètres au départ, et puis qui vous en font 15 quand on les met sous pression. Alors c'est un avantage, un inconvénient. Bon, en ce qui me concerne, j'ai ça le fait très bien, avec un robinet, un embout pour remplir la cuve. Voilà, ça c'est, je dirais, c'est obligatoire. Le tuyau pour la vidange, bon, passons, voilà. Donc un tuyau déjà pour remplir. Mais c'est pas tout, parce qu'en ce qui me concerne, et on est beaucoup d'ailleurs, on est assez nombreux à le faire, un arrosoir, tout simplement. Voilà. On va consommer, je vais dire 40 litres d'eau dans la journée. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va prendre le seau, on va aller chercher de l'eau à la zone technique, hop, et on va faire le plein au fur et à mesure, voilà, si on prend 30 litres, ça fait 3 voyages de 10 litres, un seau de 10 litres, et on remplit notre cuve comme ça, ça nous fait faire un peu de sport, je dirais, entre 2 barbecues et 3 apéros, et puis ça permet d'avoir toujours le niveau d'eau dans le camping-car, sans avoir surtout à bouger le camping-car. Imaginez quand il est calé. D'ailleurs, calé, les cales, voilà. Toujours, on n'oublie pas de les prendre, ces cales. On n'oublie pas non plus une chose, certaines choses, les lampes de poche, voilà. Lampes de poche, lampe frontale, éclairage extérieur, utile, croyez-moi, utile. Vous avez une galère quelconque, voilà. On a toujours besoin d'éclairage, donc lampe de poche, lampe frontale, choses comme ça, c'est à prendre en compte. Ensuite,
Bah, tout le matériel de nettoyage, bien évidemment, le nettoyage pour la cuisine, pour tout ça. Généralement, en ce qui me concerne, ça reste toujours dans le camping-car, ça bouge pas. Mais bon, là, pour ceux qui sortent tout et qui, voilà. Donc, tous les produits, et n'oublions pas aussi, bah, les produits, forcément, pour le WC. C'est logique, hein. Alors après, bien sûr, il y a la table, les chaises, toutes ces choses-là, hein, bien évidemment, mais ça c'est au gré de chacun. Hein. On va avoir aussi les guides de voyage. Alors les guides de voyage, ma femme, elle, c'est à la fois sur papier et puis à la fois dans les applications. Park4Night, France Passion. On a les deux d'ailleurs sur France Passion. On a aussi bien l'application que le guide proprement dit papier. Donc voilà, ça. Et carte routière. Voilà, ça permet d'avoir aussi d'autres repères, d'autres trucs. Je coche, moi je m'amuse à cocher les endroits où nous sommes allés. C'est une occupation. Et puis bien évidemment, après on est dans les jeux de société, ces choses-là. Bon, ça on verra bien, ça c'est fonction de chacun. Il y a aussi une chose, ce sont tous les petits accessoires. Moi j'en parle de ça parce que quelquefois il arrive qu'on ressorte ces accessoires, vous savez, la passoire pliante, tous ces accessoires pliants qui sont très pratiques, et quelquefois on prend du camping-car, on met à la maison, ça m'est arrivé, c'est pour ça que je dis ça, hein, on les met à la maison, on oublie de les remettre dans le camping-car. Donc voilà, mais tous ces accessoires-là, bon, les casseroles, les assiettes, les vaisselles, tout ça, bien sûr, bien sûr. À présent, on arrive quasiment, on est au bout, je dirais, de ces différents points à contrôler. Mais il y a une chose que je vais mettre aussi en avant, ce sont au niveau des vêtements. N'hésitez pas à mettre, vous savez, des ponchos, vous voyez ce que c'est? Une fois plié, ça prend pas de place. En vêtements de pluie, vous savez, de dépannage, vous crevez par exemple, vous avez, vous devez mettre le triangle, tout ça et tout, vous mettez le poncho, c'est pas joli, hein, mais croyez-moi, s'il pleut, c'est bougrement efficace. Donc, je les prévois d'office, c'est dans un placard, tout le temps, dans mon camping-car, c'est même avec les gilets, vous savez, les gilets jaunes, tous ces trucs-là, les triangles, bien évidemment, de sécurité, enfin bon, toutes ces choses-là, moi je les mets carrément, voilà. Ensuite, il y a les chaussures de marche, véritablement, chaussures de rando, voilà, j'en ai, généralement, ma femme et moi, on a une paire qui reste, demeure dans le camping-car, c'est la paire de chaussures camping-car, voilà. Il y a ça, des vêtements de rechange de base, hein, tous les sous-vêtements de rechange, juste quelques-uns, en permanence, je dis bien dans le camping-car. Et ensuite, voilà. Les accessoires, bien évidemment, les lunettes de soleil, chapeau, les brassières, vous savez, pour les enfants, si vous avez les enfants. Voilà, les brassières, ces choses-là, on les oublie assez fréquemment. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans la checklist, là. Voilà. J'ai fait à peu près le tour, je dirais, de tout ce qu'il y avait à voir. On va regarder maintenant. On va changer donc de sujet. Je dirais que cette vidéo concernant la remise en route du camping-car est terminée. Je vais vous parler à présent de quelques points que j'ai pu voir avec des messages d'abonnés. Alors, j'ai eu un abonné là qui m'a posé... deux fois la même question sur une autre vidéo, une question sur une vidéo, la même question sur une autre vidéo. Vous inquiétez pas, généralement je réponds à toutes les questions, toutes, mais pas deux fois. Donc la deuxième réponse a été de dire que c'était pas la peine d'en poster une troisième. Voilà, inutile de poster sur différentes vidéos la même question, je réponds généralement. Voilà. Ensuite... ouais, j'ai une personne, j'en suis, je vais dire désolé, c'est pas le mot, parce que je suis assez cash comme garçon, je vais pas faire des tours et des détours. Et c'est une personne qui a, d'ailleurs le message est toujours sur le site, hein, enfin sur ma chaîne. C'est une personne qui me dit, bah oui, j'ai acheté un panneau solaire, je l'ai branché en série, non, en parallèle il l'a branché, donc il l'a branché en parallèle sur un autre panneau solaire, sans chercher à savoir qui était quoi, enfin c'est
Voilà, c'est pas le même, donc c'est pas bon du tout de faire ça. Ensuite, qui a branché une autre batterie, une batterie plomb, sur une vieille batterie qui commençait déjà à faiblir et qui m'envoie un message, grosso modo, qui me dit qu'est-ce que je peux faire, pour faire très court. Et cette personne-là, je vais pas dire fâchée, mais elle a pris la mouche parce que je lui ai dit le mieux, c'est de tout virer et de tout remplacer. Voilà. Alors, je suis désolé, je vous dis, c'est pas le mot, mais je comprends cette personne. Elle s'est dit, non, mais, voilà, je vais pas tout remplacer. Ben si, malheureusement. C'est-à-dire que il faut prendre en compte que quand on fait des achats qui ne sont pas du tout en correspondance avec ce que l'on aurait dû faire généralement, on part dans la galère. Si je suis aussi strict, c'est parce que je sais que cette personne-là part dans une galère sans nom. Il va pas s'en sortir, mais le problème, c'est qu'il est en train de dépenser son fric pour acheter un nouveau panneau solaire. Il l'a acheté, mais il lui sert à rien. Donc c'est absurde, absurde, absurde. Donc c'est pour ça que je suis strict quand je dis arrêtez, revendez tout et contactez-moi après pour prendre exactement ce qu'il vous faut. C'est que quelquefois, même en revendant ce vieux matériel-là, ou ce matériel complètement obsolète, neuf, mais obsolète, hein, on n'arrive pas à s'en sortir. Le mieux, c'est de dépenser de l'argent, certes, mais de le dépenser en achetant du matériel actuel, moderne, fonctionnel, efficace. Voilà. Alors, ce monsieur-là, je ne citerai pas son nom, j'ai aucun reproche à lui faire. Ce qu'il y a simplement, c'est qu'il m'a renvoyé un message en me disant « Ouais, vous pourriez être plus cool et tout ça ». C'est pas méchant ce que je lui ai envoyé, c'était juste pour faire une mise au point, c'était juste pour lui faire comprendre qu'il partait dans l'erreur. Et de temps en temps... Alors un témoignage, là j'ai Alain aussi, qui me dit « Bonsoir Gérard, j'ai suivi tes conseils, je suis allé voir Fabrice, il m'a fait l'installation, je suis heureux. » Voilà, qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Je suis heureux, c'est bien, non? Une autre personne qui se demande pourquoi l'utilité en fait du coupe-circuit, j'en ai parlé donc dans cette vidéo quand j'ai fait la modification d'ailleurs de ce camping-car là. Je disais que je mettais un coupe-circuit et c'était pas pour rien, c'était pour isoler ma batterie là, ma LFP, avec le panneau solaire, avec le MPPT, pour isoler tout ça de la batterie du porteur. C'est-à-dire qu'en fait mon porteur, le camion, je dirais, n'est absolument pas sollicité pour charger ma batterie cellule. Voilà. J'ai mis un coupe-circuit parce que, au cas où je peux remettre en service, ça m'est arrivé d'ailleurs pendant les dernières vacances, si vous avez vu la vidéo, je me suis trouvé en carafe avec l'électricité de cette fameuse batterie, j'ai fait d'erreur, ça arrive, vous voyez, tout le monde en commet, et fort heureusement, j'ai réenclenché le coupe-circuit et j'avais le porteur qui me renvoyait le courant, ce qui me permettait d'avoir du 12 volts pour pouvoir utiliser mon réfrigérateur tout en roulant, tout en rentrant chez moi pour réparer. Voilà. Donc voilà à quoi ça sert un coupe-circuit. Alors il y a encore des personnes qui me posent, j'en ai plusieurs, soit par mail, soit carrément là je lis, ce sont les messages que j'ai sur ma chaîne, et qui me disent ouais, voilà, j'ai là par exemple, j'ai un panneau solaire 230 watts crête, parce que c'est des watts, crête, pas des watts, hein, pour un panneau solaire, une LiFePO de 100 ampères-heure, ouais. Alors déjà, les LiFePO de 100 ampères-heure, ça veut dire LiFePO acheté dans le commerce, toute montée et tout ça, avec un BMS qu'on sait pas ce que c'est, et en plus, généralement, c'est de la LiFePO, c'est pas du prismatique, c'est de la plaque. Alors, voilà, hein, m'avez compris sur ce que j'en pense de tout ça. Et il me met, est-il possible de faire tourner une climatisation? Non. Non, forcément non. La climatisation que j'ai dans mon camping-car fonctionne, mais c'est une climatisation, donc elle fait 700 et quelques watts. Je ne vais pas revenir là-dessus, je dis ça de mémoire, hein, peu importe. Mais déjà, elle est à l'intérieur, elle est optimisée, je dirais, cette climatisation. Et puis en plus, j'ai pratiquement 400 watts de panneaux solaires performants. Hein, il envoie quasiment 75 volts, ce panneau solaire, 74, peu importe. Mais ma batterie est constamment full charge.
L'été, j'ai des 27 ampères de charge, d'accord? Donc c'est pas rien. Et j'ai une batterie quand même de 310 ampères-heure. Voilà pourquoi ça fonctionne. Faut surtout pas, et ça je l'ai vu à plusieurs reprises, il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont équipés avec du LiFePO 4, sont dans un appartement, perso, si je parle d'un appartement, c'est parce que j'ai l'aménagement qui va avec, j'ai l'équipement qui va avec, électrique, d'accord? Mais c'est pas parce qu'on a une LiFePO 4 et un panneau solaire qu'on a tout gagné. Non, 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 non. Il faut une LiFePO 4 digne de ce nom et il faut un panneau solaire digne de ce nom. Avec un MPPT, pareil aussi, avec toutes ces choses-là, dignes de ce nom. Et là, peut-être, vous pouvez prétendre à avoir. J'ai bien dit prétendre, d'accord? Donc, non, avec si peu, 230 watts crête de panneau solaire et puis 100 ampères-heure de batterie, non, non, c'est impossible d'avoir une clim, d'avoir, même je parlerai de l'autonomie, même de l'autonomie, voilà. Ou alors, faut pas consommer, là, c'est possible. J'ai une autre personne aussi qui me... Stéphane, là. Vous me dites que 1000 watts, c'est 1 kWh, c'est... Oui, d'accord. Mais c'est pas pour autant que... 1000 watts, alors déjà, 1000 watts, c'est 1 kWh. Déjà, ça me gêne, parce que on parle 1000 watts, ça c'est la puissance. Kilowattheure, c'est la consommation. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je vous ai répondu, simplement, si vous avez un... Je vais prendre... je l'ai mis, je crois, en exemple, d'ailleurs, dans ma réponse. Si vous avez un appareil de 1000 watts, vous l'utilisez pendant 1 heure, vous allez consommer 1000 Wh. Ah, ça c'est sûr, c'est certain. Mais si vous avez un appareil de 4000 watts, 4000 watts, vous l'utilisez pendant un quart d'heure, il aura consommé 1000 Wh lui aussi. D'accord? Les systèmes de chauffage, ça consomme énormément sur la batterie. C'est pas fait pour tourner sur une batterie, système de chauffage. On ne chauffe pas à l'électricité sur un camping-car. Là encore, on n'est pas dans un appartement. Je maintiens la chose parce que beaucoup commettent l'erreur en se disant « je suis sur LiFePO, je peux ». Non, 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 on peut pas. Voilà, donc il y a des erreurs à ne pas commettre. Ne mélangez pas watts avec watt-heure. Donc là, ce que je lui ai mis, par exemple, voilà, un appareil de 250 watts de puissance. S'il tourne pendant 4 heures, eh ben, il va consommer 1000 Wh. Pareil aussi, vous voyez? Donc, c'est ça. Ça n'a strictement plus rien à voir. Et il faut prendre en compte la consommation pour savoir... En fait, la consommation, ça permet de savoir quoi? C'est la batterie qui va vous restituer la nuit, bien évidemment, cette consommation-là. C'est-à-dire que vous allez avoir du chauffage, vous allez avoir du chauffage gasoil ou chauffage gaz. Mais il faut faire tourner un ventilateur. Donc, ça consomme un peu d'électricité. Mais vous allez avoir votre téléviseur, je sais pas, vous allez utiliser l'ordinateur le soir, vous allez avoir l'éclairage en extérieur, parce que vous mangez dehors et puis que vous restez un petit peu la nuit, et ben ça vous consommez de l'électricité. Toutes ces choses-là, vous chargez, voilà, le drone, les vélos, tout ça, vous aurez besoin d'électricité. C'est la batterie qui va vous donner cette électricité, la nuit, d'accord? Mais dans la journée, ben non, dans la journée, c'est le panneau solaire qui vous donne l'électricité. C'est pour ça que le calcul d'un panneau solaire est hyper important. C'est pour ça qu'il y a ma feuille de calcul. Et d'ailleurs, tiens, sur la feuille de calcul, j'ai encore eu des gens qui m'ont dit « elle ne fonctionne pas ». Non, elle fonctionne, cette feuille de calcul, elle fonctionne toujours. Et il n'y a pas de raison qu'elle ne fonctionne pas, sauf sur Microsoft Office. Voilà. Je le dis bien, en bas de cette page, si vous cherchez le lien, vous allez trouver, c'est sur mon site. Je dis bien que ça fonctionne sur OpenOffice. OpenOffice, c'est-à-dire la même chose que Microsoft Office, mais gratuit. Voilà. Alors vous achetez un truc, vous le payez et ça ne fonctionne pas, j'y suis pour rien, moi. D'accord? Mais achetez pas, prenez, suivez la notice qui est marquée sur le truc, allez télécharger OpenOffice, vous aurez exactement la même chose gratuit. Et ça fonctionne. Voilà.
Je suis obligé de le dire, là encore. Voilà, j'ai fait le tour. J'en ai terminé avec cette vidéo. La prochaine vidéo qui va suivre, normalement le tournage se fait demain, donc on sera vendredi demain. Le tournage se fait demain. Je vois là un professionnel des permis de conduire. C'est un centre école, auto-école, mais école aussi. Ils forment des formateurs. Donc ils sont très au fait de tout ça. Et on parlera de tout ce qui est permis pour le camping-car, avec remorque, sans remorque, enfin voilà. Toutes ces choses-là seront mises à jour et de manière professionnelle. C'est-à-dire que là, il n'y aura rien à dire, c'est la loi. Là, voilà. Bah, j'ai fini, j'ai fait le tour d'un peu de tout. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.